Je vais me permettre d'arrêter ici pour qu'on ait le temps de discuter un petit peu. Puis en fait, hein? Oui, 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 bien sûr. Oui, c'est bon, ça. Donc oui, je vais me permettre d'arrêter ici pour qu'on ait le temps de discuter un petit peu. Euh, la raison pour laquelle j'ai voulu arrêter sur cet extrait-là précisément, c'est que pour les non-connaisseurs de la musique africaine, il y a quelque chose de très simple dans cet extrait-là qui peut aider à comprendre une différence rythmique importante entre un certain terroir africain puis les musiques que nous, on est habitués d'entendre même comme musique folklorique, en tout cas d'une manière générale. C'est tout simplement, c'est un principe rythmique qui s'appelle l'imparité rythmique. C'est-à-dire qu'une structure musicale, au lieu d'être tout le temps divisée en cellules équivalentes, par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on crée à l'intérieur de la cellule de 4 deux sections, une légèrement plus courte, puis une légèrement plus longue, ce qui fait que la répétition, on pourrait dire perceptivement, est toujours en mouvement. T'sais, comme la battue est simple ici, mais elle fait déjà cet effet-là par rapport à la voix. C'est pas compliqué, mais je veux dire, mais c'est juste, c'est tellement fondamental dans plusieurs répertoires. Puis là, j'ai pris un chant catholique, mais je pourrais prendre beaucoup d'autres extraits, qui est, comment dire, c'est une manière pour vous montrer d'une manière très simple comment, finalement, très concrètement, le temps musical est découpé pour être organisé autrement. Moi, j'ai envie de dire d'autant plus richement que même dans la plus grande simplicité, on crée de la distanciation comme ça. Et puis cette complexification-là, à partir du modèle, hein, qui trouve aussi d'un point de vue général qu'on appelle la contramétrie, c'est-à-dire la tension entre deux rythmes, entre le rythme binaire et le rythme ternaire. Hein. Il n'y a pas des centaines de manières de découper le rythme d'une manière simple. Puis il y a le binaire, puis il y a le ternaire. Dans la tension entre ces deux mesures-là, entre le dans la tension entre ces deux manières fondamentales-là de compter la mesure, se donne une tension rythmique, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, là, mais ça c'est la base, c'est-à-dire être capable de penser et de sentir le rapport à la pulsation d'une manière binaire et ternaire en même temps et d'être capable facilement de passer d'un à l'autre. Quand on est capable de faire ça, on rentre dans un rapport au temps musical qui est autre. Donc, c'est simplement pour ça que je voulais m'arrêter ici. Hein, j'aurais bien aimé le faire suivre jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y a la chorale des aînés de la paroisse de Bandal qui, par rapport aux autres chorales, a un traitement tout à fait différent. C'est une harmonisation à 4 voix, mais vraiment à 4 voix comme les catholiques l'enseignaient d'une manière assez rigide, mais avec une complexité puis une aisance dans la voix qui est absolument magnifique. Ben, c'est la plus vieille, si on veut, chorale je pense, hein, de Bandal. Il y a certaines autres, de Saint-Michel à Bandal. J'ai voulu montrer aussi par les intertitres un peu comment s'inscrivait cette petite répétition-là dans l'ensemble de Kinshasa. On comprend qu'il y a une vraie présence musicale catholique, chrétienne d'une manière générale aussi, sur plusieurs autres aspects, mais je n'avais pas le temps, dans le cadre d'un exposé de 20 minutes, de passer à travers tout ça. J'ai voulu cibler un certain nombre de choses. Puis, dernière chose sur laquelle je voudrais rapidement revenir, c'est le temps social, hein, qui ici est comme pas spectaculaire, mais qui est le temps que chaque musicien connaît, qui est le temps de la répétition. Hein? Puis ça m'a toujours intrigué, moi, comme musicien, le temps de la répétition, c'est-à-dire que quand on fait de la musique, normalement, c'est pour faire un événement, participer à un événement musical, mais on se retrouve des fois dans la répétition, avec l'impression d'être dans un événement, parfois plus que quand on fait un concert. Puis cette espèce de régularité-là du musicien qui
qui est relayé par ces chorales-là qui pratiquent pour la plupart 2 fois par semaine, 3 fois pour la chorale latino-française, cette espèce de quotidienneté du rapport à l'interprétation, qui est une manière de briser un peu le temps social, on dirait, qui n'est pas spectaculaire, mais qui est réelle. C'est une articulation du temps. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles fondamentales pour lesquelles les gens aiment chanter, que ce soit à Kinshasa ou ici, on a plus ou moins arrêté d'aimer chanter dans notre pays, mais aimer chanter, il y a des raisons fondamentales dans ça. Donc, je pourrais m'étendre à l'infini, mais j'aimerais arrêter pour qu'on puisse en discuter un peu. Merci. La parole est publique, donc sentez-vous bien à l'aise. Je vais regarder ça tranquillement. Ouais. Juste sur la chorale, ça me fait penser que j'ai rencontré un jeune dans la région il y a une année à peu près, qui venait de sortir d'un programme et à qui je demandais qu'est-ce que tu veux faire parce qu'il disait qu'il était montré du doigt dans la communauté. C'était les ministres de la village. Il me disait une des choses que je dois faire pour retrouver un petit peu de paix et de reconnaissance, c'est de retourner aux activités que je faisais avant et notamment la chorale. Dans vraiment le temps social, je pense pas seulement pour l'événement de chanter au moment de la messe. Mais l'autre question que j'avais simplement sur la musique religieuse, c'est si l'église kimbangiste a développé une musique différente. Absolument, oui. C'est pour ça, en fait, si on avait à parler de la musique religieuse plus en profondeur, il faudrait vraiment parler des grandes branches, c'est-à-dire la musique catholique, la musique protestante, la musique kimbangiste, puis la musique des églises néo-pentecôtistes, qui serait une catégorie plus large. Les catholiques étaient plus faciles à traiter rapidement, pas rapidement, mais à traiter. J'ai traité de l'ensemble dans ma thèse à des degrés divers, mais les catholiques, eux, ont structuré leur répertoire très bien. T'sais. Ce qu'ont moins bien fait les protestants, par exemple, par des recueils, des choses comme ça. Les kimbanguistes ont aussi extrêmement bien structuré leur répertoire musical. Les kimbanguistes ont toute une archéologie quasiment mythique de la manière dont les chants arrivent et sont répertoriés, parce que chez les kimbanguistes, tout le monde, il n'y a pas des compositeurs attitrés comme chez les catholiques, les abbés, c'est les abbés qui sont responsables des chants. On ne peut pas arriver comme responsable de chorale composer un chant pour les catholiques, c'est réservé aux abbés. Chez les kimbanguistes, n'importe qui peut proposer un chant parce que les chants pour les kimbanguistes sont captés, soit dans un rêve, soit dans une marche, quoi que ce soit. Donc, il y a un chant qui te vient, tu captes le chant, puis là, à ce moment-là, tu dois le mémoriser, mais là, tu dois quand même aller au bureau des chants, qui est un bureau des chants à Kinshasa, puis là, tu dois réciter, le chant devant les responsables, qui, eux, doivent juger de l'authenticité du chant. Je pense qu'en général, l'authenticité est bonne. Puis après ça, ils l'archivent, puis ils transposent dans le mode tonique. Tout le même mode tonique, ils le transposent dans ça. C'est comme ça que les chants sont archivés. Ils sont archivés aussi. J'ai pas épluché les archives parce que d'autres l'avaient fait avant moi. Mais il y a une vraie... en fait, c'est problématique maintenant, mais il y a une vraie collection. Tous les chants kimbanguistes sont enregistrés sur des cassettes. Des tapes cassettes qui sont accumulées au bureau des chants, puis qui sont répertoriés, classifiés. Mais les kimbanguistes ont aussi des ensembles de flûtes, des ensembles de guitares. Ils sont très reconnus aussi et très connus pour leur fanfare, qui est assez drôle quand... En fait, le cas des kimbanguistes est très intéressant quand on connaît l'histoire de ce prophète-là qui est devenu un peu un protestant maudit, donc, dans le sillon de qui on a fondé une église, mais dont toute l'œuvre musicale de cette église-là sera d'un syncrétisme surprenant. Je veux dire, les kimbanguistes aujourd'hui ont un orchestre symphonique qui joue quand même bien, Brahms, Mozart, tout ça, ça fait partie en fait de la complexité de l'imaginaire kimbanguiste, à la fois grand revendicateur de la prophétie africaine, la possibilité pour un noir d'être un prophète, puis en même temps d'avoir une vision très inclusive de ça, c'est à travers une appropriation des chants
mais qui est d'autant plus complexe parce qu'à l'interne, les kimbanguistes ne sont pas si inclusifs que ça, parce que qui devient le chef de l'Église, il y a des guerres intestines, mais en tout cas, je vais m'arrêter là. Mais tout ça pour dire que oui, les kimbanguistes ont une vraie vie musicale, qui est diffusée d'ailleurs sur leur... J'en profite pour continuer mon exposé, qui est diffusée souvent sur leur... Voyons, j'arrête pas d'accrocher ça. Qui est diffusée constamment sur leur poste de radio-télévision kimbanguiste. C'est là d'ailleurs la première fois que j'ai entendu l'orchestre symphonique, ça fait déjà de ça plusieurs années avant qu'on fasse un film là-dessus. Donc, tout ça. Au niveau de l'apprentissage des chants, Oui. là, on m'a dit dans un des écrits qu'il y avait plus de 3000 chants qui étaient Répertoriés, ouais. répertoriés, en tout cas. Mais les personnes qui sont dans les chorales comme ça, est-ce qu'il y a un apprentissage du solfège, par exemple, pour connaître la musique, ou c'est seulement à l'oreille que l'apprentissage se fait? Ben, il y a plusieurs, ça dépend des paroisses. Puis dans ce point de vue-là, il n'y a pas une chorale qui est exactement la même. Il y en a qui ont des rapports assez précis au solfège. Puis là, je dirais à Kinshasa, je ne connais pas toutes les paroisses, là, mais pour en avoir discuté, dépendamment de l'histoire de chaque paroisse, le rapport à la rigidité du solfège. Là. Moi, j'ai connu un vieux monsieur à Lemba qui enseignait vraiment le solfège très, 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 très précisément avec le piano, tout ça, tu sais. Mais en général, ça se fait plus à l'oreille. C'est ça qui est fascinant, en fait, c'est que tous ces chants-là sont écrits, mais les mélodies ne sont pas écrites. Il y a eu un recueil dans les années 70 où les mélodies étaient écrites, qui s'appelait Nzembo Yamindule. Mais après ce recueil-là, il n'y a plus aucun recueil qui a écrit la musique. C'est vraiment... ça, il y a une chose dont je n'ai pas pu juger, parce que moi, j'ai posé des questions aux responsables de chorale. J'ai dit, ouais, mais là, comment vous faites... C'est quoi la conformité? C'est au-delà du texte, là, dans l'arrangement. J'ai dit, ça se peut pas. Il doit y avoir un peu de liberté, quelque chose. Mais là, il m'avait un petit sourire, puis il m'a dit, oui, non, c'est très conforme. Tout le monde va suivre la formation au bureau des chants, au centre ligne Dongé, tout ça. Maintenant, il y a une forme de souplesse, là, mais en même temps, il y a des canons d'harmonisation qu'on retrouve. Mais là, pour savoir si c'est fait, jusqu'à quel point c'est fait de manière exacte, ça dépend des chants, ça dépend des paroisses. Mais il y a clairement des chants catholiques, comme il y en a eu un super bel exemple, là, quand le professeur... c'était Pascal, quand le professeur là, de Invention, Mudimbe. Quand Mudimbe a eu son doctorat honorifique, la communauté congolaise de Québec était là, puis ils ont entonné un chant catholique. Moi, je l'ai immédiatement reconnu, puis il était arrangé exactement comme moi je l'avais entendu. Ça veut dire qu'il y a une vraie... Pour certaines mélodies, il y a une vraie constance. Après ça, là où je pense qu'il y a de la liberté dans les paroisses, c'est l'harmonisation des voix, parce que là, il y a un directeur de chorale qui va dire « Ah ouais, là, nous, on va faire ça à 4 voix, vraiment, puis on va y mettre un petit rythme comme ça. » Mais je pense que d'un point de vue mélodique, il y a une forme d'uniformité, mais là, il faudrait vérifier dans le détail pour tous les chants. Il y a un certain nombre de chants comme ça qui me viendraient à l'esprit, je pourrais dire oui. Puis même quand je fais écouter ça à des amis congolais, comme il y a une amie congolaise qui m'a aidé à réidentifier les chants parce que je m'étais fait voler mes notes, un des sacs avec mes notes sur les différents chants congolais, on a essayé de les réidentifier par la suite. Mais toutes les mélodies, je l'ai vu, là, elle les reconnaissait tout de suite. Je n'ai pas eu besoin de se poser la question. Elle les connaissait, les mélodies. Il y a une vraie diffusion de ce point de vue-là. Du point de vue de la mélodie, oui, je dirais. Du point de vue de l'harmonisation, c'est plus libre, je pense. Oui. Attends. Des groupes de rebelles où, lorsqu'on prend un morceau, on fait plus c'est-à-dire qu'il s'agit de la musique Oui, ben oui, je me suis intéressé à ça. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir. Il y a, dans une des chroniques, là, il y a une chronique qui est consacrée au frère Patrice, avec qui j'ai passé quand même pas mal de temps. Puis il y a une chronique aussi qui est consacrée à une église de réveil à Bandal. Oui, en fait. Oui, je me suis intéressé à ça. Puis je sais pas, en fait,
Mais je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais à juger là-dessus. Quelle question tu aurais à poser là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des vrais... Ça serait quoi le fond de la question? Ça serait, est-ce qu'il y a des vraies différences ou est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce que ça serait quoi? C'est clair, là. Je veux dire, il y a... Le genre, depuis que la musique religieuse est devenue de plus en plus populaire et de plus en plus commerciale, il y a des vrais échanges là, qui se font. C'est des échanges qui vont, à mon sens, à moi, plus dans le musical, c'est des échanges qui vont plus du moderne vers le religieux. C'est-à-dire, c'est les religieux qui s'approprient certaines formules de la musique moderne pour les faire à leur sauce. En revanche, d'un point de vue de l'image et du message, les musiciens religieux ont un peu ébranlé les musiciens modernes qui, aujourd'hui, plus que jamais, chantent Dieu aussi, tu sais, comme pour on dire des fois, c'est un peu par réflexe ou pour se rassurer ou pas perdre de l'audimat, tu sais. Ça a toujours été le cas, je veux dire, si on remonte dans le temps, Calais, Franco, Taboulé, tout le monde, Zaïko, tout le monde a chanté Dieu, mais pas de la même manière que les artistes modernes le font aujourd'hui. On sent une vraie pression. Puis il y a des cas complexes, hein, comme le cas de... C'est tous des cas complexes. Si on prend le cas de Félix Oazekwa, qui s'est commis lui-même, mais qui est un vrai témoin de Jéhovah, qui s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que je devrais faire de la musique moderne? Qui a consacré un album complet à Dieu. Il y a un très beau titre, d'ailleurs, Mémoire de Dieu, qui interroge qu'est-ce que la mémoire de Dieu. C'est une très bonne question. Mais il y a des vrais échanges, puis ça... Je ne saurais pas conclure de ce point de vue-là. Sinon, cette espèce de généralité-là, avec laquelle je ne sais pas si tu vas être d'accord, là, que du point de vue musical, les emprunts vont plus des petits orchestres religieux qui prennent... Ben, c'est normal aussi, parce que la plupart des orchestres religieux, les jeunes, c'est surtout des jeunes qui jouent dans ça, mais ils n'ont pas le salaire des autres, même si on ne semble pas s'entendre que les salaires des musiciens modernes, même dans les grands orchestres, c'est pas toujours évident, mais au moins, ils ont un statut qui leur permet, tout ça, dans le quartier, des fois, d'en retirer un peu. Les jeunes, ils n'ont pas autant de temps à eux, ou ils n'ont pas le levier financier. C'est que si eux, ils veulent faire quelque chose qui a de l'ambiance un peu, puis ils veulent que ça soit au nom de Dieu, ben, si la gimmick de Seben, de Wenge Musica est bonne, ben, il y a des chances qu'ils reprennent un peu, puis qu'ils essaient de la faire, puis qu'ils changent un peu les paroles. Puis à l'inverse, il y a une sorte de pression morale que les religieux, les musiciens, mais aussi les pasteurs ont exercé sur les musiciens modernes. Je ne sais pas ce que tu penses de cette lecture-là, personnellement. Moi, c'est un peu comme ça que je vois ça, en fait. T'as pas une idée particulière comme là-dessus? Observateur, ouais, ben moi aussi. Il y avait une question. Oui, ben oui, c'est un peu tendance. Je ne connais pas nécessairement les langues là, qui sont utilisées dans l'école que tu nous as montré dans la chronique là, à la fin de ta conférence. Oui. C'est le français ou c'est le Lingala, qui est chanté? Non, c'est la langue de communication entre les gens. Là. C'est le Lingala. Est-ce qu'ils parlent aussi français entre eux ou, Ça dépend avec qui on parle. Ça dépend avec qui on parle. Bon, ben admettons que tu aurais la capacité de parler dans un langage qui serait compris de cet auditoire-là que tu as filmé, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Comment tu leur expliquerais en quoi la musique est fondamentale aux sciences humaines? Qui était la question de départ. Puis, comment tu leur amènerais ce que tu as appris sur cette question-là dans un format qui peut bien sûr être communicable? Je te lance les défis. Ben, moi, je pense que j'irais très simplement. Mais d'abord, il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans la chorale, là, ou comme au centre d'achat, ou comme n'importe où que j'irais ici. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à ça, premièrement, en fait. Qui me pose la question, pourquoi tu t'es intéressé à ça? Donc, pour y expliquer, il faudrait qu'il y ait un minimum d'intérêt, pour ce qu'on appelle les sciences humaines. Si la personne considère que les sciences humaines, c'est n'importe quoi, je ne pourrais pas lui en parler, parce qu'il n'y aura pas de dialogue possible, d'une certaine manière. Ça serait la première chose. La deuxième chose, ça serait très simple, en fait.
Ça serait très simple. Je leur dirais, je prendrais ça simplement, puis on peut prendre musique par musique, tu sais. Je dirais dans le fond, en sciences humaines, on essaye de comprendre ce qui se passe. Moi, ma question, ça a été de me demander comment, en s'intéressant à la musique, on peut comprendre la musique, ou la société même, d'une manière qu'on est incapable en passant autrement. Comment? Parce que quand on prend une pratique musicale, tu sais, soit on va chanter à l'église ou on achète un disque, il y a des opérations dans ça. Avec ces opérations-là, on peut comprendre beaucoup de choses d'une société. Si je vais acheter une cassette avec une chanson, je vais l'acheter pas fabriquée, je vais l'acheter une fausse copie. Il y a une raison pour ça. Pourquoi c'est une fausse copie? Parce que personne n'a les moyens de payer une vraie copie. Parce qu'il y a un marché assez fort pour faire des petites copies à prix moindre. Parce que les gens ont besoin de se procurer la musique. Là, ça, c'est économiquement. Pourquoi moi j'aime, par exemple, pourquoi toi t'aimes la musique religieuse ou t'aimes pas la musique religieuse? Parce que la musique religieuse, c'est plus que la musique religieuse. C'est un univers de sens. C'est une communauté symbolique. Quand tu vas chez les catholiques, tu te reconnais chez les catholiques. Tu vas là peut-être parce qu'il y a une certaine rigueur dans l'organisation du chant. Parce que chez les catholiques, il y a une forme d'acquiescement parallèle, complexe, mais de la mémoire coloniale. Parce que quand tu vas chez les catholiques, implicitement, tu acceptes un caractère, il y a une positivité de la présence missionnaire que tu acceptes. Quand tu peux aller chez les protestants, tu peux lire, parce que chez les néo-pentecôtistes, tu peux dire non, mais il y a aussi un discours de résistance implicite, à la fois dans l'afro-baptisme américain, tout ça, il y a une forme de résistance aux Blancs qui arrivent ici et qui disent à tout le monde quoi faire. T'sais. Nous, on ne va pas faire avec les affaires du Blanc, on va faire ça comme on l'entend, puis nous, on fait ça comme ça. Le frère Patrice dit, non, c'est bien, il y a des gens qui vont aller, qui font des études, pour savoir l'histoire de la Bible, tout ça. C'est très bien, moi, je ne les empêche pas. Mais le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec la Bible. Le Saint-Esprit, tu l'as ou tu ne l'as pas, il est présent ou il n'est pas présent. Moi, il parle, Dieu parle. J'ai pas besoin d'avoir fait une histoire de la Bible pour comprendre ça. T'sais. Il y a des discours, quand tu prends, moi je pense qu'on peut partir au gras des trucs, puis faire ces parcours-là. T'sais. Pourquoi, par exemple, tu es un locuteur, toi, tu n'es pas capable d'entendre parler de J.D. Piana ou des autres. Il y a un rapport à la mondanité dans cette musique-là, que tu n'es pas capable de supporter. T'sais. Tu veux pas, au-delà de la musique elle-même, tu es allergique à l'image. Comme par exemple, tu peux être allergique à l'image de Céline Dion. Tu peux trouver complètement débile, un carré rouge qui écoute du punk, parce que pour toi, lui, dans un univers de sens qui est de la destruction, qui n'est pas dans la construction d'une nation nouvelle, tout ça, je pense qu'en partant du musical, on peut partir à la base, puis il y a un privilège du musical qui est incroyable, c'est son caractère sensible, c'est rassembleur. Quand on est en sciences humaines, on est toujours pris avec des langages qui détruisent le sensible. T'sais. On n'a pas le choix pour analyser. On va pas faire. On n'est pas des masters. T'sais. Pour analyser, tu prends l'objet, tu le découpes, tu le segmentes, tu le rends moins sexy, mais tu essaies de le comprendre. Tu l'analyses, tu le compartimentes. Mais quand tu peux compartimenter la pratique musicale, la réception musicale, tu peux aussi t'asseoir. C'est moi ce qui m'a fait du bien dans ma tête, c'est qu'à un moment donné, je fais m'asseoir, puis je fais juste écouter la musique, puis j'ai des petits frissons, puis je me dis, peu importe si je meurs demain matin, ces moments-là sont de la musique, mon âme ou quelque chose nourri par ça, j'ai ce frisson-là, je me rends compte que la musique, ça me fait du bien, que je la pratique, que je l'écoute, c'est rassembleur, ça fait du bien. Ça serait un peu ça, la seule perspective que j'aurais, qui serait la même, pour moi, plus ou moins, avec quelques variables engageantes de tout, qui serait la même pour quelqu'un à Kinshasa que pour quelqu'un ici, à quelque part. Pas exactement, mais je veux dire, le processus, c'est le même. Il y a des référents qui changeraient, mais pour moi, je dis... Je comprends l'idée de musique comme modérateur de plein d'idéologies, puis de comportements, puis de reflet de ce qu'une personne est dans la vie.
qui est en fait une performance, comme tu l'as dit tantôt, dans l'autobus, même en écoutant la musique, on devient performant de quelque chose. Finalement, on modère tout plein de trucs qu'on a, des idéaux, puis on le cristallise dans un moment performatif. Mais ça me pose toutes sortes de questions, justement, où des fois la musique nous tombe dessus par hasard, puis ça veut rien dire. Exact. Puis des fois, on n'en écoute juste pas aussi. Ou par exemple, comme mon père qui est à shop, puis qu'il y a de la musique qui joue. Je veux dire, il y a cet aspect-là non modérateur de la musique qui est peut-être dans des sociétés comme ici où il y a une surabondance, où il y a une performance musicale beaucoup plus présente, disons, par un poste de radio à shop ou whatever, dans la radio, dans l'auto, qui fait qu'il nous détache à un moment donné. C'est du sens aussi, ça. C'est-à-dire, quand tu examines une situation performative, ça peut être une situation performative ratée. C'est-à-dire, il ne se passe rien. Mais c'est pas, c'est pas nécessairement raté ou réussi comme en symbiose. Ouais. Il n'y a pas nécessairement une valeur justement normative de faut que ça réussisse. Non, mais tu analyses ça en palier, tu te dis, c'est pour ça que c'est des analyses de situation, mais c'est révélateur qu'on mette la musique ou de la. Tu sais, il y a un moment donné où, tu sais, par exemple, ma mère, moi, elle met la radio, ça peut être indistinctement la musique ou la voix, c'est de la présence. Je peux partir de ça, je peux dire des choses sur ce qui se passe ici. Passer par la musique, c'est pas un absolutisme sur la musique, c'est surtout pas ça. Mais c'est passer par là pour aller à différents endroits, comme on peut passer, comme Mars passait par le collier, par n'importe quoi, c'est-à-dire par où, c'est pas le petit trou que tu prends pour regarder, parce que il y a beaucoup de choses. Ça fait, moi je dis, en prenant ce petit trou-là, on réussit quand même à voir pas mal de choses aussi. Puis en plus, parce que c'est les situations que tu décrivais, c'est des situations sociales importantes qui font partie de la vie ici, puis qui font partie de la vie aussi, j'ai envie de te dire, à Kinshasa. Je veux dire, tu es dans un kiosque, puis là, à un moment donné, la musique est vraiment forte. Là, la madame qui vend ses beignets, elle est vraiment malissante. Vraiment, c'est très fort. Mais les gens qui passent là, ils ne sont pas en transe religieuse à chaque fois qu'ils passent devant ça. À un moment donné, ça les agresse. À un moment donné, tu passes devant une église de réveil dans la rue, puis c'est du temps. Il y a du bruit tout le temps ici. Non, mais taisez-vous, faites quelque chose. Puis, pour moi qui invente ça, les Congolais aussi sont comme ça. Ça dépend de la situation, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas épargner la description particulière. C'est pas un modèle général. On ne peut pas faire un modèle systématique en sciences humaines aujourd'hui. Total, c'est-à-dire les anciens paradigmes, tu dis tout est comme ça, on ne peut pas se passer de l'étude détaillée. Je pense pas dans chaque situation il faut le faire. Il n'y a pas de... Tu parlais de l'immédiateté, tu t'assois, tu ressens quelque chose. Est-ce que ça fait partie de ta recherche? Encore une fois, décortiquer le sensible, c'est démonter quelque chose qui ne serait pas démontable. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu vas toucher? Ben, moi, la manière dont. Parce que le décortiquer, je trouve ça va nulle part. Mais là où ce qui est bien en anthropologie, c'est ce que je trouve qu'on a bien, c'est la description. Puis là, à un moment donné, c'est sûr que tu es pogné dans la plume du chercheur, mais moi, dans ma thèse, il y a certains moments donnés où j'ai changé de langage, j'ai pris un langage plus descriptif, pour essayer de décrire ce sensible-là, de ne pas être... Des fois, c'est vraiment très personnel. Mais des fois, je sais que c'est partagé aussi, parce que ce que j'écris, c'est un sentiment que j'ai pu à partager avec d'autres, puis que j'ai pas l'impression d'inventer. Comme l'espèce d'allusion-là. Moi, les églises de réveil, ça a pris pas mal plus de temps avant qu'ils me dérangent les Quinois avec qui j'ai. Moi, j'étais là, pour moi, tout était nouveau. Je trouvais ça fascinant qu'il y ait des églises partout. Mais quand c'est ta rue, tu habites là, tu n'as pas été habitué dans ça, à un moment donné, ça te fatigue. Tu comprends, tu peux écrire ça, tu peux écrire ça. Moi, c'est comme ça que j'ai le sensible que j'ai voulu restituer, puis j'ai voulu le restituer aussi par l'audiovisuel. D'essayer de capturer des moments où il n'y a pas de grande voix. Moi, je l'ai arrêté la chronique parce que je pensais qu'il fallait qu'on discute.
ça, mais tu sais, moi, je l'ai écouté, je sais pas combien de fois, là, tu sais, des fois, je peux écouter ça juste pour me faire plaisir, là, tu sais, parce que j'aime ça, tu sais, regarder. Tu vois, là, je le regardais, c'est rare, je l'écoute sur le grand écran, je voyais plein de petits comportements. C'est sûr que ça fait, en fait, l'audiovisuel, quand tu fais du cinéma, c'est que tu te ramasses tellement là, maintenant, dans un petit, dans un cadrage, là, tu cadres quelque chose, tu regardes quelque chose de précis. Je pense que le sensible, ça vient de là aussi. Il y a un certain cinéma qui est comme ça, qui montre plein de petits détails, comment les gens se tiennent, comment ils placent les objets, à quel moment ils font ça. C'est ça, mais ça s'argumente d'une manière générale. Puis après, ben, c'est la démonstration, c'est le film, aussi la description, puis ça marche ou ça marche pas. D'une certaine manière, je ne vois pas comment on peut aller plus loin. En tout cas, moi, je ne voyais pas comment je pouvais aller plus loin. Dans les situations. Ben, il y a une partie du jury qui était à Kinshasa. C'est pas du souvenir, la seule chose que je regrettais, c'est qu'il y a une partie du jury qu'il y a une personne dans le jury que j'aurais aimé beaucoup qui soit là, c'est Mandal chez moi, puis je ne pouvais pas, parce que, tu sais, on fait, c'est Kinshasa, c'est toujours pas rendu là. On n'est pas rendu là, mais j'aurais vraiment aimé ça, que Mandal chez moi soit sur le jury, parce que c'est vraiment une grosse pointure, c'est un monsieur qui a son intelligence à lui, qui a son parcours, qui connaît vraiment son pays. Il a été parti pendant une certaine année, mais j'aurais aimé ça, mais ça, c'était pas possible. Philippe, quand même, qui est un bon, c'est vraiment un bon Philippe. Ben, il y a certains schémas que certaines personnes n'aiment pas, là, mais c'est vraiment un anthropologue qui passe 6 mois à Kinshasa. Moi, j'en ai plein encore. Ben oui. Ben,